Au testament, mes parents ont donné 10 millions d'euros à ma sœur et m'ont dit d'aller gagner ma propre vie. Ils pensaient que c'était leur dernière humiliation envers moi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père, mon papy, avait laissé derrière lui un dernier secret, une bombe à retardement prête à détruire leur monde de mensonges. Le notaire s'est levé, a ouvert une enveloppe scellée, et a commencé à lire. Maman s'est mise à hurler. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire de trahison familiale, de mensonges et de la justice qui, parfois, trouve son chemin de la manière la plus inattendue. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Le crissement des pneus sur le gravier de l'allée était un son que je n'avais pas entendu depuis plus d'1 an. Devant moi se dressait la vieille longère bretonne, ses pierres grises usées par les siècles et le lierre grimpant courageusement le long de la façade. C'était la maison de mon enfance, la maison de mes grands-parents, Hervé et Gisèle. Une odeur de terre humide après la pluie et le lointain murmure de l'océan flottaient dans l'air. C'étaient des odeurs de réconfort, de souvenirs d'été passés à chercher des trésors dans les rochers. Mais aujourd'hui, ce réconfort était teinté d'une amère solitude. J'avais 28 ans, j'étais biologiste, et je revenais pour un enterrement. Le cœur lourd, je garais ma vieille voiture à côté du rosier que papy Hervé avait planté pour la naissance de ma sœur, Coralie. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant avant même que j'aie pu frapper. Ma grand-mère, Gisèle, se tenait sur le seuil. Ses cheveux blancs étaient tirés en un chignon sévère, et ses yeux, autrefois pétillants de malice, étaient maintenant 2 éclats de glace dans un visage durci par le chagrin. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de mot de bienvenue. Juste une phrase, lancée comme une pierre. Alors, tu as enfin daigné te montrer. Le froid de ces mots me saisit plus violemment que le vent de la côte. Je restai figé, la main encore levée pour frapper à une porte déjà ouverte. Mamie? Qu'est-ce qui se passe? Ma voix était à peine un murmure. Maman m'a dit que vous étiez dans une maison de repos près de Saint-Malo, qu'on ne pouvait pas vous déranger. Elle eut un rire sec, un son dépourvu de toute joie. Une maison de repos? C'est ce qu'ils t'ont raconté? Ton grand-père est mort dans son lit, Adeline. Dans cette maison. Et il n'a cessé de t'appeler. Chaque mot était un coup. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Il n'arrêtait pas de demander après toi, Adeline, ma petite scientifique. Il te cherchait du regard à chaque fois que la porte s'ouvrait. Mais tu n'as jamais répondu au téléphone. Tu n'es jamais venue. Le souffle me manqua. Ce n'est pas vrai, mamie. Je n'ai reçu aucun appel. Je vous jure. Mes mains tremblaient. Maman disait que vous ne vouliez voir personne. Que vous aviez besoin de calme. Le visage de ma grand-mère se crispa. Une lueur de doute, la première fissure dans son armure de glace, apparut dans ses yeux. Donne-moi le numéro qu'il appelait, dis-je, ma voix gagnant en assurance. S'il te plaît. Elle hésita, me dévisageant comme pour sonder la vérité dans mes paroles. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et disparut à l'intérieur. Le parquet craqua sous ses pas, un son familier et douloureux. Elle revint quelques instants plus tard, tenant un petit carnet à la couverture usée. C'était le carnet où papy notait tout, de ses rendez-vous chez le médecin aux dates de plantation de ses tomates. Elle me le tendit, le doigt pointé sur une page. Je reconnus instantanément l'écriture penchée de mon grand-père. Et à côté de mon nom, Adeline, était inscrit un numéro de téléphone. Un numéro qui n'était pas le mien. Pas même proche. Mamie, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est pas mon numéro. J'ai le même depuis le lycée. Les sourcils de ma grand-mère se froncèrent. Elle prit le carnet, le regarda, puis me regarda à nouveau. La confusion luttait avec la colère sur son visage. Ta mère? Brigitte, elle nous a dit que tu avais changé de numéro en partant à l'université. Elle disait que tu voulais couper les ponts. Que tu avais honte de nous, de tes origines paysannes. Une vague de nausée me submergea. Chaque mensonge, chaque excuse que mes parents m'avaient servi pendant des années commençait à s'assembler pour former une mosaïque monstrueuse. Non, je secouai la tête, reculant d'un pas, non, c'est faux.
Je suis venue ici aux vacances de Pâques, l'année dernière. Coralie était là. Elle m'a dit que vous étiez parti chez des amis dans le Morbihan. Le visage de ma grand-mère devint livide. Nous n'avons pas quitté cette maison depuis 3 ans, Adeline. Nous étions là. Nous avons toujours été là. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le cri lointain d'une mouette. Nous nous regardions, 2 femmes aux 2 extrémités d'un gouffre de mensonges, comprenant enfin qu'elles n'avaient pas été séparées par la distance ou l'indifférence, mais par une trahison délibérée. Et sur le carnet, écrit de la main tremblante de mon grand-père, ce faux numéro de téléphone était la preuve silencieuse de cette cruauté. Le monde semblait basculer autour de moi. Je m'agrippais au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Chaque respiration était une lutte. Ils m'ont menti, ma voix était rauque, chargée d'une colère froide qui commençait à étouffer le chagrin. Ils m'ont menti sur tout. Ma grand-mère s'assit lourdement sur le petit banc de pierre près de la porte, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Le masque de dureté s'était complètement effondré, révélant une femme âgée, épuisée et le cœur brisé. Ils nous ont dit, murmura-t-elle, le regard perdu dans le vague, que tu avais une nouvelle vie. Que tu avais de nouveaux amis, importants. Que nous ne quadrillions pas avec ton nouveau monde. Brigitte disait que tu étais gênée quand elle appelait, que tu répondais à peine. Un rire amer m'échappa. Gênée ? J'appelais chaque semaine. Et chaque semaine, maman me disait que vous étiez trop fatigué pour parler, que tu avais une migraine, que papy faisait la sieste. Elle disait qu'elle vous transmettrait mes amitiés. Elle me disait de me concentrer sur mes recherches, que vous étiez fiers de moi de loin. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de ma grand-mère. Elle ne nous a jamais rien transmis, Adeline. Jamais un mot. Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains ridées et froides dans les miennes. Ils ne m'ont même pas dit que papy était malade. Je l'ai appris il y a 3 jours seulement. Maman a appelé, en pleurs, disant qu'il était parti subitement. Elle a dit que l'enterrement était aujourd'hui, à 13h. Je marquai une pause, le goût de la bile dans la gorge. Je suis allée à l'église du village. Elle était vide, mamie. Complètement vide. J'ai cru que je m'étais trompée de jour. Ma grand-mère ferma les yeux, une douleur immense traversant son visage. L'enterrement était à 9h ce matin. Le coup fut si violent que je crus défaillir. Ils n'avaient pas seulement voulu m'éloigner. Ils avaient voulu me faire passer pour un monstre. Ils ont dit à tout le monde, continua-t-elle d'une voix brisée, à toute la famille, à tous les voisins, que tu n'avais même pas pris la peine de venir. Que tu ne t'en souciais pas, je voyais la scène. Les regards de pitié. Les messes basses. Ma propre famille me peignant comme une petite fille ingrate et sans cœur, pendant que je me tenais seule dans une église vide, le cœur en miettes. Je n'aurais jamais manqué ça, dis-je, les larmes brouillant ma vue. Jamais. Il était le seul. Le seul qui me comprenait vraiment. Je posai ma tête sur ses genoux, et le barrage céda. Je pleurais. Je pleurais pour mon grand-père qui était mort en croyant que je l'avais abandonné. Je pleurais pour ma grand-mère qui avait souffert seule. Je pleurais pour toutes ces années de conversations volées, de visites empêchées, d'amour détourné. Et ma grand-mère me caressait les cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant et que je tombais de vélo, ses propres larmes silencieuses se mêlant aux miennes. Nous restâmes ainsi un long moment. Puis, je sentis un changement en elle. Ses caresses devinrent plus fermes, plus déterminées. Elle se redressa. Elle essuya ses joues avec le dos de sa main. Quand elle rouvrit les yeux, la tristesse était toujours là, mais elle était maintenant recouverte d'une couche d'acier trempé. Il est mort en pensant que je ne l'aimais pas, sanglotai-je. Non, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. Il est mort en étant trompé. Et nous connaissons la vérité maintenant. C'est tout ce qui compte. Elle se leva, ses mouvements l'en assurés. Elle entra dans la maison, et je la suivis, comme un automate. Elle alla directement au vieux téléphone à cadran fixé au mur de la cuisine. Le « clic-clic-clic » rotatif du cadran résonna dans le silence, chaque chiffre étant une décision irrévocable. Elle attendit. Puis, sa voix, tranchante comme une lame, coupa le silence. « Alain. » Une pause. « Je me fiche de ce que vous faites.
Je veux que tu prennes Brigitte et Coralie et que vous soyez ici dans 1 heure. J'entendis la voix étouffée et protestataire de mon père à l'autre bout du fil. Non, ça ne peut pas attendre, l'interrompit-elle. Il y a des choses qui doivent être réglées. En famille. Maintenant. Elle raccrocha brutalement, sans même un au revoir. Puis elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une lumière sombre et intense. Maître Fournier, le notaire, est en route également. Ton grand-père a laissé des instructions très précises. Mon cœur se serra. Une partie de moi voulait fuir, retourner à ma vie tranquille, à mes éprouvettes et mes microscopes. Mais une autre partie, la petite scientifique qui voulait comprendre, qui avait besoin que la vérité éclate, savait que je devais rester. Le jeu de mes parents était terminé. Et la partie finale allait se jouer ici, dans cette maison, aujourd'hui. L'heure qui suivit fut l'une des plus longues de ma vie. Ma grand-mère m'ordonna de rester dans la cuisine. Reste ici jusqu'à ce que je t'appelle. Ils ne doivent pas te voir tout de suite. J'obéis sans discuter. Assise à la petite table en bois où Papy Hervé buvait son café chaque matin en lisant les articles scientifiques que je lui découpais, je me sentis comme un fantôme dans ma propre histoire. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le salon rythmait mon anxiété grandissante. Chaque objet dans cette cuisine était un souvenir. La boîte à biscuits en fer blanc sur le buffet, le pot de confiture de mûre fait maison, même l'odeur de cire d'abeille et de café froid. C'était un sanctuaire, un lieu où j'avais toujours été moi-même. C'est ici que Papy m'avait aidé à construire mon premier volcan en papier mâché. C'est ici qu'il m'écoutait parler pendant des heures des cycles de vie des papillons, ses yeux brillants d'un intérêt sincère que je ne voyais jamais dans ceux de mes parents. Pour mes parents, Alain et Brigitte, j'étais une anomalie. Une équation qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Ma sœur, Coralie, de 2 ans mon aînée, était la réponse facile. Elle était belle, populaire, extravertie. Elle était le reflet parfait de leurs ambitions sociales. Elle faisait de la danse, du piano, elle avait toujours les bonnes notes dans les bonnes matières, celles qui comptaient à leurs yeux. Moi, j'étais la fille silencieuse avec des taches d'encre sur les doigts et de la terre sous les ongles, celle qui préférait la compagnie d'un livre sur l'astronomie à une fête d'anniversaire. Je me souviens d'une conversation, surprise des années plus tôt, alors qu'il me croyait endormi. Je ne comprends pas d'où elle vient, avait murmuré ma mère. Elle n'est pas comme nous. Mon père avait répondu avec une sorte d'amusement distant, peut-être qu'on s'est trompé de bébé à la maternité. Ils avaient ri. Un petit rire étouffé. Je n'ai jamais ri. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence dans mon oreiller. Leur indifférence était une chose. Mais parfois, elle se muait en une hostilité à peine voilée. Je me souviens d'une fois, j'avais peut-être 12 ans. J'avais gagné le premier prix du concours scientifique régional. J'étais tellement fière. Mes parents n'étaient pas venus à la remise des prix, ils étaient à la répétition générale du spectacle de danse de Coralie. Quand je suis rentrée, le trophée lourd dans mes mains, ma mère m'a à peine jeté un regard. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit, les yeux rivés sur le patron d'une nouvelle robe qu'elle cousait pour Coralie. « Maintenant, va ranger ça, s'il te plaît. Ça va prendre la poussière. » Pire encore, il y avait les remarques insidieuses sur mon avenir. « Adeline, » me disait souvent ma mère avec un soupir exaspéré, « pourquoi tu ne t'intéresses pas à des choses plus féminines ? La science, c'est pour les hommes. Comment veux-tu trouver un mari si tu passes ton temps le nez dans tes livres ? » Pour elle, mon intelligence n'était pas un atout, mais un handicap social. Mon père, lui, se contentait de ne rien dire, de se réfugier derrière son journal, évitant toujours le conflit. Sa lâcheté me faisait peut-être encore plus de mal que le mépris de ma mère. Avez-vous déjà ressenti cela ? Ce sentiment terrible d'être une déception pour les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement ? Si c'est votre cas, dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait face. J'ai vraiment besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Mon seul refuge, c'était Papy et Mamie. Eux, ils célébraient ma curiosité. Papy m'avait offert mon premier microscope. Mamie m'apprenait le nom des plantes sauvages. Il ne me demandait jamais d'être quelqu'un d'autre. Il m'aimait pour ce que j'étais. Et mes parents m'avaient volé ça. Ils m'avaient volé les dernières années avec la seule personne au monde qui me voyait vraiment.
La sonnette retentit, un son strident qui me fit sursauter et me tira de mes sombres pensées. Ils étaient là. Le bruit de leur voix me parvint, étouffé par le mur. La fausse gaieté de ma mère, la politesse calculée de mon père, le soupir d'un nuit de Coralie. Puis le silence. Et enfin, la voix claire et coupante de ma grand-mère. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maître Fournier va arriver d'une minute à l'autre. » Je sentis une boule de glace se former dans mon estomac. Le moment de la confrontation approchait. Et je savais que je devais affronter non seulement ma famille, mais aussi tous les fantômes de mon passé qu'ils avaient créés. Le silence dans la cuisine était si total que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. À travers la porte fermée, je discernais le murmure des conversations forcées, des tentatives maladroites de ma mère pour remplir le vide. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Maître Fournier. Je l'imaginais entrer, un homme grand et solennel, sa mallette en cuir contenant le destin de notre famille. Rester ici, me rappela la voix de ma grand-mère depuis le salon. J'entendis le bruit d'une chaise qu'on tire, des salutations formelles. L'atmosphère devint encore plus lourde, chargée d'une attente électrique. Je me levai et fis les 100 pas dans la petite cuisine, mes mains moites. Je n'étais pas une femme de conflit. J'étais une femme de faits, de données, d'observations silencieuses. Mais aujourd'hui, j'allais devoir être autre chose. J'allais devoir être la voix de la vérité de mon grand-père. Enfin, j'entendis la voix de ma grand-mère, claire et forte. « Adeline. Tu peux venir maintenant. » Je pris une profonde inspiration, poussai la porte et entrai dans le salon. Le temps sembla se suspendre. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Le sourire figé de ma mère se brisa, remplacé par un masque de stupeur et de colère mal contenue. Mon père devint blême, ses yeux s'écarquillant d'une panique non dissimulée. Coralie, affalée dans un fauteuil, se redressa d'un coup, la bouche entr'ouverte. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans leurs esprits. Qu'est-ce que je faisais là? Comment avais-je su? C'était un piège. Et ils étaient tombés dedans. Le salon me parut plus petit, plus étouffant que dans mes souvenirs. Le vieux canapé à fleurs où ma grand-mère était assise, droite comme un i. Le fauteuil où mon père était perché, mal à l'aise. Ma mère et Coralie partageaient une causeuse, soudain trop proche, comme pour se protéger mutuellement. Au centre, près de la cheminée éteinte, Maître Fournier s'était installé à une petite table, sa mallette ouverte devant lui. Il me fit un bref signe de tête, son expression impénétrable. Je m'avançai et m'assis sur une chaise près de ma grand-mère, sentant son soutien silencieux comme une ancre dans la tempête. Je ne regardais personne d'autre. Je fixais le notaire, attendant. « Bien », commença Maître Fournier d'une voix neutre qui ne laissait transparaître aucune émotion. « Nous sommes tous réunis. Conformément aux dernières volontés de M. Hervé Durand, je vais maintenant procéder à la lecture de son testament. » Il ajusta ses lunettes, prit une feuille de papier timbrée dans une chemise cartonnée. Le seul son dans la pièce était le bruissement du papier. Moi, Hervé Durand, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente que ce document constitue mon unique et dernier testament, révoquant tous les testaments et codicilles antérieurs. Je risquai un coup d'œil vers ma famille. Ma mère se rongeait l'ongle du pouce, un tic nerveux que je ne lui avais pas vu depuis des années. Mon père fixait un point invisible sur le tapis. Coralie avait sorti son téléphone, mais ses doigts restaient immobiles sur l'écran. Ils jouaient un rôle, celui de la famille endeuillée. Mais leur corps les trahissait. À mon épouse bien-aimée, Gisèle Durand, je lègue l'usufruit de notre domicile conjugal, ainsi que la totalité de nos comptes joints et placements, afin d'assurer son confort et sa sécurité jusqu'à la fin de ses jours. Ma grand-mère hocha la tête, impassible. C'était attendu. C'était juste. Maître Fournier tourna la page. L'air se fit plus lourd. À ma petite fille, Coralie Durand. Je vis ma sœur se redresser subtilement. Un sourire à peine perceptible se dessina au coin de ses lèvres. Ma mère lui lança un regard encourageant. Je lègue la somme forfaitaire de 10 millions d'euros, à être prélevée sur mes comptes d'investissement personnel. Un hoquet de surprise, presque de déception, traversa la pièce. 10 millions.
C'était une somme colossale, bien sûr. Mais je pouvais lire sur leur visage qu'ils s'attendaient à plus. Ils s'attendaient à tout. Coralie força un sourire. C'est très généreux. Papy a toujours été si bon pour moi. Ma mère posa une main sur son bras. Bien sûr, ma chérie. Tu étais sa préférée. Le notaire ne s'y a pas. Il fixa ma mère par-dessus ses lunettes, puis se tourna vers moi. Et ce fut mon tour. Mon cœur se mit à battre la chamade. Qu'est-ce qu'il pouvait bien me laisser? Une vieille montre? Sa collection de livres? Maître Fournier reprit sa lecture, sa voix résonnant dans le silence tendu. Enfin, à ma petite fille, Adeline Durand. Il marqua une pause théâtrale qui fit monter la tension d'un cran. Je sentis le regard méprisant de ma mère sur moi. J'imagine qu'elle pensait que j'allais recevoir une somme symbolique, une insulte finale. Le notaire reprit. Et ce qu'il dit ensuite fit basculer notre monde. Maître Fournier ajusta de nouveau ses lunettes, son regard balayant la pièce avant de se fixer sur le document. Le silence était si complet que le tic-tac de l'horloge comtoise semblait un battement de cœur. À ma petite fille, Adeline Durand, reprit-il, sa voix claire et sans équivoque, parce qu'elle incarne l'avenir, la curiosité et l'intégrité que j'ai toujours chérie, je lègue la totalité du reste de mes biens. Un souffle collectif traversa la pièce. Ma mère se pencha en avant, comme si elle n'avait pas bien entendu. Le notaire continua, imperturbable, énumérant la liste comme un acte d'accusation. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, premièrement, le centre de recherche en biotechnologie agricole que j'ai fait construire à la périphérie de Rennes, incluant le terrain, les bâtiments, l'intégralité de l'équipement de laboratoire, ainsi que tous les brevets et propriétés intellectuelles associées à mes recherches en cours. La mâchoire de mon père se décrocha littéralement. Coralie le dévisageait, les yeux ronds d'incrédulité. Deuxièmement, poursuivit Maître Fournier, le fonds d'investissement Durand Innovation, doté d'un capital de 15 millions d'euros, destiné exclusivement à financer le fonctionnement et le développement futur dudit centre de recherche, assurant ainsi sa pérennité et son indépendance. C'est une blague, laissa échapper Coralie, sa voix aiguë et stridente. Ma mère lui lança un regard furieux pour la faire taire, mais le mal était fait. Le vernis de la bienséance venait de se craqueler. Le notaire leva les yeux de son papier, fixant Coralie avec une froideur polaire. Je peux vous assurer, mademoiselle, que je ne plaisante jamais en matière de testament. Il se replongea dans sa lecture, comme pour enfoncer le clou. Troisièmement, le portefeuille d'actions et d'obligations diversifiées que je détiens à titre personnel, dont la valeur actuelle est estimée à. Il consulta une note de bas de page, environ 12 millions d'euros. La pièce explosa. Non. Le cri de ma mère fut si violent que je sursautai. Elle se leva d'un bond, son visage congestionné par la rage. C'est impossible. C'est une erreur. Hervé n'aurait jamais fait ça. Elle se tourna vers Maître Fournier. Mon mari était malade. Il n'avait plus toute sa tête. Vous l'avez manipulé. Où c'est elle, dit-elle en me pointant d'un doigt tremblant. Elle l'a manipulé. Maître Fournier resta d'un calme olympien. Madame Durand, ce testament a été rédigé il y a 18 mois. J'ai en ma possession un certificat médical datant du même jour, attestant de la parfaite santé mentale de votre beau-père. Il a également été filmé lors de la signature, en présence de 2 témoins indépendants. La procédure est inattaquable. Chaque mot du notaire était un mur de briques qui se construisait autour de leur mensonge. Il n'y avait aucune issue. Coralie, le visage déformé par l'incrédulité et la fureur, se leva à son tour. Mais ce n'est pas juste. J'étais là, moi. Je venais le voir toutes les semaines. Je lui apportais des gâteaux, je lui lisais le journal. Et elle, son regard haineux se posa sur moi. Elle n'est même pas venue à son enterrement. Cette accusation, devant tout le monde, me fit l'effet d'un coup de poignard. Mais avant que je puisse répondre, ma grand-mère Gisèle se leva lentement. Toute la fragilité avait disparu. Elle était redevenue la matriarche, la gardienne de la mémoire de son mari. « Tais-toi, Coralie, dit-elle d'une voix basse mais qui portait une autorité absolue. Tu ne sais rien. Puis elle se tourna vers Maître Fournier.
Maître, il y a autre chose, n'est-ce pas? Une lettre. Le notaire hocha la tête. En effet. Monsieur Durand a laissé une lettre personnelle, avec instruction de la lire à voix haute en présence de toutes les personnes ici présentes. Il sortit une enveloppe jaunie de sa mallette. Une simple enveloppe, mais je savais qu'elle contenait la dernière pièce du puzzle, la vérité finale de mon grand-père. Ma mère se rassit lourdement, le souffle coupé. Mon père se passa une main sur le visage, l'air d'un homme qui assiste à sa propre exécution. Le silence retomba, plus lourd et plus menaçant que jamais. La bombe était tombée. Mais la déflagration, elle, était encore à venir. Maître Fournier déplia la lettre avec un soin presque cérémonieux. Le papier était fin, presque transparent par endroits. Je reconnus immédiatement l'écriture de mon grand-père, à la fois ferme et élégante. Le notaire s'éclaircit la gorge et commença à lire. La voix de papy semblait remplir la pièce à travers celle de l'homme de loi. À ma famille, et plus particulièrement à ma petite-fille Adeline. Un frisson me parcourut l'échine. Il s'adressait directement à moi. Si cette lettre est lue, cela signifie que j'ai entrepris mon dernier voyage. Ne pleurez pas ma mort, mais réjouissez-vous de la vie que j'ai vécue. Cependant, je ne peux partir en paix sans rétablir une vérité que certains ont travaillé si dur à dissimuler. Je sentis le regard de mes parents brûler ma peau, mais je ne les regardais pas. Mes yeux étaient fixés sur les mains du notaire, sur cette feuille de papier qui contenait mon absolution. Pendant des années, j'ai observé. J'ai vu ma famille se diviser en deux. D'un côté, ceux qui jouent la comédie de l'affection, qui mesurent l'amour en visite obligatoire et en sourire forcé. De l'autre, une âme silencieuse et brillante, que l'on a essayé de faire taire et de cacher parce que sa lumière dérangeait. Coralie laissa échapper un petit son étranglé. Coralie, continua le notaire, lisant les mots de mon grand-père, je t'ai donné 10 millions d'euros. Considère cela comme le salaire pour ton travail. Tu as joué un rôle, celui de la petite fille dévouée. Tu l'as bien joué. Mais n'oublie jamais que c'était un rôle, pas de l'amour. L'amour ne demande pas de récompense. Le visage de ma sœur passa du rouge au blanc. C'était une gifle publique, administrée depuis l'au-delà. Alain, mon fils. J'ai vu ta lâcheté. J'ai vu comment tu as laissé ta femme tisser sa toile de mensonges, comment tu as détourné le regard pour éviter le conflit. Ton silence t'a rendu complice. Tu as échoué en tant que fils, et tu as échoué en tant que père. Mon père se recroquevilla sur sa chaise, comme s'il avait reçu un coup physique. Brigitte. Tu es entrée dans cette famille avec une ambition dévorante. Tu voulais la respectabilité, le statut. Et tu as vu en tes filles des outils. Coralie était ton chef-d'œuvre, polie et parfaite. Adeline était ton échec, trop intelligente, trop indépendante, trop vraie. Tu n'as pas supporté sa lumière parce qu'elle révélait tes propres ténèbres. Alors tu as tout fait pour l'éteindre. Tu as menti, manipulé, isolé. Tu as privé une petite fille de ses grands-parents, et des grands-parents de leur petite fille. C'est un péché que je ne te pardonnerai jamais. Ma mère tremblait de tous ses membres, mais elle ne disait rien. Que pouvait-elle dire? Enfin, la lettre se tourna vers moi. Et maintenant, Adeline. Ma petite scientifique. Mon plus grand orgueil. Pardonne à ce vieil homme de ne pas être intervenu plus tôt. Je pensais que tu étais assez forte pour surmonter cela. Mais j'ai compris, trop tard, que même les chênes les plus solides ont besoin de soleil. Ils t'ont volé ton soleil. Alors, je t'ai construit une serre. Un endroit où tu pourras grandir, sans être jugé, sans être limité. Le centre de recherche est à toi. Ce n'est pas un cadeau, c'est une restitution. C'est ton héritage, le fruit de l'esprit que nous partageons. Fais en bon usage. Fais ce que tu as toujours été destiné à faire, change le monde, un peu à la fois. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de validation. Chaque mot de cette lettre était un baume sur les blessures invisibles de mon enfance. Il m'avait vu. Il avait tout vu. Je demande à Maître Fournier de joindre à cette lettre les preuves que j'ai rassemblées, conclut le notaire. Les relevés téléphoniques montrant les appels manqués vers le faux numéro.
Les courriels imprimés où Brigitte assure à Adeline que nous ne voulons pas être dérangés. Et le relevé bancaire détaillant les cadeaux substantiels faits à Coralie, étrangement coïncidant avec ses visites dévouées. Maître Fournier posa calmement un dossier épais sur la table. Le piège s'était refermé. C'était un échec et mat. C'est Coralie qui craqua la première. Le visage ravagé par les larmes de rage et d'humiliation, elle se tourna vers sa mère. « C'est de ta faute, hurla-t-elle. C'était ton idée. Tu m'as dit que si je jouais le jeu, tout serait à moi. Tu m'as poussé à lui mentir, à le flatter. Tu m'as transformé en ça. » La confession était là, crue, brutale, irréfutable. La comédie était terminée. Le rideau était tombé, révélant la laideur des coulisses. Ma grand-mère, qui était restée silencieuse pendant toute la lecture, se leva. Elle me prit la main. Et ce qu'elle dit ensuite scella leur sort. Le silence qui suivit l'explosion de Coralie était lourd, pesant. Tous les regards étaient tournés vers ma mère, Brigitte. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Son maquillage impeccable ne pouvait plus cacher les ravages de la défaite sur son visage. Elle tenta de reprendre le contrôle, de rassembler les lambeaux de sa dignité. « Coralie, tu es sous le choc, tu ne sais pas ce que tu dis, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Aussi, je sais très bien, » rétorqua ma sœur, le venin dans la voix. « Je sais que tu m'as menti. Tu m'as utilisé. » Ma mère se tourna alors vers moi, et pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. La peur de celle qui a perdu tout pouvoir. « Adeline, » dit-elle, essayant de prendre un ton conciliant, un ton qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi. « Nous devons parler. En famille. Il y a eu des malentendus. Ton grand-père était influençable. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce laboratoire, tout cet argent, c'est une charge trop lourde pour toi. » Elle continuait. Même maintenant, elle essayait de me manipuler. « La famille, c'est le plus important, » ajouta mon père, Alain, trouvant enfin sa voix. C'était une voix faible, pathétique. On doit se serrer les coudes. Adeline, sois raisonnable. C'en était trop. La tristesse, la colère, les années de frustration, tout remonta en une vague puissante. Je me levai à mon tour, ma main toujours dans celle de ma grand-mère. Raisonnable, je répétai, ma voix calme mais tranchante comme du verre pilé. Vous osez me parler de raison et de famille? Quelle famille? Celle qui m'isole délibérément de mon grand-père mourant? Celle qui me donne une fausse heure pour son enterrement pour me faire passer pour une paria? Je les regardai un par un. Maman, tu parles de charges trop lourdes? La seule charge que j'ai portée toute ma vie, c'est le poids de votre déception. La seule charge, c'est d'essayer de gagner un amour que vous n'aviez aucune intention de me donner. Je me tournai vers mon père. Et toi, papa? Tu parles de se serrer les coudes? Tu n'as jamais levé le petit doigt pour me défendre. Tu as regardé maman me diminuer, m'ignorer, me saboter, et tu n'as rien fait. Ton silence était une trahison quotidienne. Enfin, je regardai ma sœur. Et toi, Coralie? Tu n'as pas seulement joué un rôle. Tu as profité de la situation. Tu savais que c'était mal, mais tu l'as fait quand même. Pour l'argent. Ils restèrent sans voix, foudroyés par une vérité qu'ils n'avaient jamais eu à affronter. C'est alors que ma grand-mère Gisèle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une gravité qui imposait le respect. Assez. Un seul mot. Mais il mit fin à toute discussion. Elle s'avança lentement vers le milieu de la pièce. Elle s'arrêta devant sa belle-fille. « Brigitte, dit-elle. Mon mari t'a accueillie dans cette maison il y a plus de 30 ans. Il t'a traitée comme sa propre fille. Et toi, tu as dansé sur sa tombe avant même qu'elle ne soit creusée. Tu as empoisonné sa fin de vie avec tes mensonges. » Elle se tourna vers son fils. « Alain. Je te regarde et j'ai honte. Ton père était un homme de principe, un chêne. Tu n'es qu'une brindille dans le vent. » Puis elle regarda sa petite fille. « Coralie. L'argent que mon mari t'a laissé, j'espère qu'il te brûlera les doigts chaque fois que tu le toucheras.
Elle fit une pause, son regard balayant une dernière fois les visages défaits de ceux qui avaient été sa famille. Maintenant, partez. Personne ne bougea, comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Elle répéta, plus fort cette fois, une autorité ancestrale vibrant dans sa voix. J'ai dit, partez. Sortez de la maison de mon mari. Et ne revenez jamais. Ce fut comme si un sort était rompu. Ma mère, dans un dernier sursaut d'orgueil, attrapa son sac à main. Tu le regretteras, Gisèle, siffla-t-elle. Je ne regrette que de ne pas l'avoir fait plus tôt, répondit ma grand-mère sans ciller. Ma mère sortit la première, la tête haute mais les épaules basses. Mon père la suivit comme une ombre, sans même un regard en arrière. Coralie fut la dernière. Elle s'arrêta sur le seuil et me regarda. Dans ses yeux, je ne vis pas de haine, mais un vide immense. Puis elle disparut. La porte d'entrée claqua, un son final et définitif. Le silence revint, mais c'était un silence différent. Un silence propre. Un silence de libération. Maître Fournier, qui avait assisté à la scène sans un mot, commença à ranger ses documents. Ma grand-mère se tourna vers moi. La force qui l'avait animée sembla la quitter d'un coup. Elle chancela. Je me précipitai pour la soutenir. Et là, dans le salon silencieux, la matriarche de fer s'effondra dans mes bras et se mit à pleurer. Pardonne-moi, Adeline, sanglota-t-elle. J'ai été aveugle. J'aurais dû te protéger. Je la serrai fort contre moi, nos larmes se mêlant. Nous pleurions la perte d'un mari, d'un grand-père. Mais nous pleurions aussi la perte d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. À ce moment-là, je pensais que le pire était derrière nous. Je pensais que la reconstruction pouvait commencer. Mais je me trompais lourdement. La guerre était gagnée, mais la bataille pour l'héritage de mon grand-père ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de paperasse, de rendez-vous juridiques et de décisions écrasantes. Maître Fournier fut mon roc, me guidant à travers le labyrinthe complexe de la succession. Le centre de recherche, le fonds d'investissement, le portefeuille d'actions, c'était un empire que mon grand-père avait bâti en secret, un royaume dont j'étais soudainement la reine sans y avoir été préparée. Je pris un congé sans solde de mon poste à l'université et m'installai à la ferme avec ma grand-mère. Nous nous soutenions mutuellement, deux survivantes naviguant dans les eaux troubles du deuil et de la reconstruction. La première attaque ne se fit pas attendre. Moins d'un mois après le jour du testament, je reçus une lettre d'un cabinet d'avocats parisien. Mes parents contestaient le testament. Ils plaidaient l'abus de faiblesse et la manipulation, affirmant que j'avais profité de l'état mental déclinant de mon grand-père pour m'approprier sa fortune. C'était grotesque, mais c'était une menace. La bataille juridique commençait. Ce fut une période sombre. Chaque jour apportait son lot de stress et d'incertitude. La procédure était conçue pour m'épuiser, financièrement et moralement. Il demandait des expertises psychiatriques posthumes, des analyses graphologiques, il convoquait des témoins des amis de la famille qu'ils avaient réussi à monter contre moi avec leur version des faits. Heureusement, mon grand-père, dans sa grande sagesse, avait tout anticipé. La vidéo de la signature, les certificats médicaux, les témoins, chaque pièce de son puzzle était à sa place. Après 6 mois de harcèlement juridique, le tribunal rejeta leur plainte avec une sévérité qui les condamna même à payer les frais de justice. Ils avaient perdu. Encore. Pendant ce temps, je devais aussi m'occuper du centre de recherche. C'était un bâtiment magnifique, ultramoderne, qui contrastait étrangement avec la campagne bretonne environnante. À l'intérieur, c'était le rêve de tout scientifique. Mais c'était aussi une coquille vide. Il n'y avait pas d'équipe, pas de projet en cours, juste du matériel de pointe et un silence impressionnant. La responsabilité me terrifiait. C'est là que la voix insidieuse du doute, celle que ma mère avait cultivée en moi pendant des années, commença à se faire entendre. Tu n'es pas à la hauteur, me murmurait-elle dans les moments de solitude. Tu vas tout gâcher. Tu vas déshonorer sa mémoire. C'était le syndrome de l'imposteur, dans toute sa splendeur. J'avais les clés du royaume, mais je me sentais comme une usurpatrice. Je passais mes journées à étudier les notes de mon grand-père.
Des carnets et des carnets remplis de son écriture précise, détaillant des décennies de recherche sur la génétique des plantes, la résistance à la sécheresse, l'optimisation des sols. Plus je lisais, plus je comprenais l'ampleur de son génie. Et plus je me sentais petite et insignifiante. Un soir, alors que j'étais au bord du découragement, assise dans le grand bureau de mon grand-père, entourée de ses livres et de ses schémas, ma grand-mère entra sans frapper. Elle me tendit une tasse de tisane fumante. Il te parlait souvent de ce projet, dit-elle doucement. Il disait que tu étais la seule à pouvoir le comprendre. Il disait que tu avais l'étincelle. Elle posa sa main sur mon épaule. Ne laisse pas leur voix empoisonnée éteindre cette étincelle, Adeline. C'est exactement ce qu'ils voudraient. Ces mots furent comme un électrochoc. Elle avait raison. Me laisser sombrer dans le doute, c'était leur donner une victoire posthume. Le lendemain matin, je commençai à recruter. J'appelai d'anciens collègues de l'université, des jeunes chercheurs brillants mais sous-financés. Je leur présentai la vision de mon grand-père, et la mienne. Lentement, une équipe commença à se former. Le silence du laboratoire fut remplacé par le bourdonnement des machines et le brouhaha des discussions passionnées. Nous reprenions les travaux de papy là où il les avait laissés. Je pensais que la guerre était enfin terminée. Mais mes parents avaient encore une dernière carte à jouer, une dernière attaque, la plus vile et la plus destructrice de toutes. Ils n'allaient plus s'attaquer au testament. Ils allaient s'attaquer à moi. À ma réputation. À mon nom. 2 ans passèrent. 2 années de travail acharné, de nuits blanches et de petites victoires. Le Centre d'innovation Hervé Durand commençait à se faire un nom. Notre équipe avait publié ses premières recherches, développé un prototype de semence de blé plus résistante à la salinité, un enjeu crucial pour les agriculteurs de la région. Nous avions besoin d'un financement majeur pour passer à la phase d'essai à grande échelle. J'avais déposé un dossier de demande de subvention auprès de la région Bretagne, un projet qui pouvait changer la donne pour nous et pour l'agriculture locale. Les premiers retours étaient extrêmement positifs. J'étais optimiste. J'étais heureuse. J'aurais dû me méfier. La bombe a explosé un mardi matin. C'était un article, publié sur un blog local d'information, puis repris par le quotidien régional. Le titre était accrocheur, venimeux, scandale au Centre Durand, l'héritière accusée de fraude scientifique et de détournement de fonds. L'article, citant une source anonyme proche du dossier, m'accusait d'avoir falsifié les données de nos recherches pour embellir les résultats et obtenir la subvention. Il insinuait que j'utilisais le fonds d'investissement de mon grand-père pour mon enrichissement personnel, parlant de « train de vie luxueux » et de « dépenses opaques ». C'était un tissu de mensonges, mais c'était écrit de manière à paraître crédible. La source anonyme était un certain Pierre Le Goff, un ancien collègue de mon grand-père, un homme aigri et jaloux que papy avait dû licencier pour incompétence des années plus tôt. Mais je savais qu'il n'était que le pion. Les maîtres du jeu, je les connaissais trop bien. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le conseil régional annonça la suspension de l'examen de ma demande de subvention, le temps qu'une enquête soit menée. Nos partenaires universitaires prirent leur distance. Des journalistes commencèrent à camper devant les grilles du centre. Mon nom, le nom de mon grand-père, était traîné dans la boue. Cette fois, l'attaque était personnelle. Elle ne visait pas l'argent, mais mon intégrité, la seule chose que je pensais posséder vraiment. Et elle a atteint sa cible. La voix du doute, cette petite voix cruelle que j'avais réussi à faire taire, revint en force, plus forte que jamais. Tu vois ? Tu n'es qu'une fraude, me chuchotait-elle la nuit. Tu n'es pas une vraie scientifique. Tu te caches derrière le nom de ton grand-père. Ils ont raison. Tu vas tout détruire. Je me noyais. Je passais mes journées à préparer ma défense avec Maître Fournier, à rassembler des preuves de mon innocence. Mais la nuit, j'étais seule face à mes démons. Le syndrome de l'imposteur me dévorait de l'intérieur. Je commençais à douter de moi-même, de mes compétences, de mes décisions. Peut-être avais-je fait une erreur dans les calculs ? Peut-être avais-je mal interprété une donnée ? Le coup de grâce vint de mon père. Il m'appela, pour la première fois en 2 ans. Son ton était mielleux, faussement compatissant. « Adeline, ma chérie. J'ai vu les nouvelles. C'est terrible.
Ta mère et moi sommes si inquiets. Je restai silencieuse, sentant le piège se refermer. Écoute, continua-t-il, cette vie n'est pas pour toi. Toute cette pression. C'est trop. Nous pouvons arranger les choses. Vends le centre. Cède le contrôle du fonds à des gens plus expérimentés. Nous pouvons t'aider. Nous pouvons faire une déclaration publique pour te soutenir, dire que tu as été dépassé par les événements. Tu pourras reprendre une vie normale. C'était leur plan depuis le début. Me pousser à bout, me faire craquer, pour que je leur livre l'Empire sur un plateau d'argent. Ce soir-là, j'ai touché le fond. Assise dans le laboratoire silencieux et sombre, je regardais les équipements de pointe qui me semblaient soudain étrangers, menaçants. J'ai pensé à tout abandonner. J'ai pensé à leur donner ce qu'ils voulaient, juste pour que le cauchemar s'arrête. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire une lettre de démission. Je sous-signai, Adeline Durand. La voix de ma grand-mère me fit sursauter. Elle était entrée sans que je l'entende, et se tenait dans l'embrasure de la porte. Ton grand-père avait une devise, dit-elle calmement. Quand on te jette de la boue, ne te plains pas, ramasse-la, fais-en des briques, et construis quelque chose de plus haut. Elle s'approcha, regarda la lettre inachevée sur mon bureau. Ne les laisse pas gagner, Adeline. Ne les laisse pas éteindre la dernière chose que ton grand-père nous a laissée. Batte-toi. Je la regardai, les yeux pleins de larmes. Mais comment, mamie? Ils ont tout sali. Elle sourit, un sourire plein de sagesse et de malice. Avec la vérité. C'est la seule arme qu'ils ne pourront jamais acheter. Et je crois savoir où la trouver. L'idée de ma grand-mère était simple, mais brillante. L'accusation de ce Pierre Le Goff, dit-elle, elle repose sur quoi, exactement? Il prétend que notre méthode d'analyse de la viabilité des semences est erronée, qu'elle surestime artificiellement leur taux de germination, expliquai-je, épuisé. Et d'où sort-il cette méthode? Je haussai les épaules. Je n'en sais rien. C'est une vieille technique, personne ne l'utilise plus. Ma grand-mère plissa les yeux. Ton grand-père. Il gardait tout. Absolument tout. Allons voir dans sa bibliothèque. Nous avons passé la nuit entière dans la bibliothèque personnelle de Papy, une pièce lambrissée qui sentait le cuir et le papier ancien. Nous avons sorti des dizaines de ses vieux carnets de recherche, des cahiers à spirale remplis de son écriture serrée. Et à 3 heures du matin, nous avons trouvé. C'était un carnet datant de plus de 15 ans. Sur une page, Papy avait décrit en détail la méthode d'analyse que Pierre Le Goff utilisait pour nous accuser. Mais à la fin de la description, il avait écrit en grosses lettres rouges, souligné 3 fois, erreur systémique. Méthode non fiable. Surestime les résultats de 20%. À abandonner définitivement. Sur la page suivante, il avait commencé à ébaucher les principes de la nouvelle méthode, celle que nous utilisions aujourd'hui, qu'il avait conçue spécifiquement pour corriger les défauts de l'ancienne. Je tenais la preuve dans mes mains. Ce n'était pas seulement une défense. C'était une contre-attaque. Pierre Le Goff, dans sa tentative de me nuire, avait utilisé une méthode obsolète que mon grand-père lui-même avait discréditée des années auparavant. Il avait prouvé non seulement sa malveillance, mais aussi son incompétence. La semaine suivante, j'ai organisé une conférence de presse au centre de recherche. J'ai invité le conseil régional, nos partenaires universitaires, et tous les journalistes qui avaient relayé l'article diffamatoire. Mes parents n'étaient pas là, mais je savais qu'ils regarderaient. Je suis montée sur l'estrade, le vieux carnet de mon grand-père à la main. J'étais terrifiée, mais en regardant le visage serein de ma grand-mère au premier rang, j'ai puisé une force nouvelle. Je n'ai pas commencé par me défendre. J'ai commencé par rendre hommage. Mon grand-père, Hervé Durand, était un homme de science. Et comme tout vrai scientifique, il n'avait pas peur de l'échec. Il considérait chaque erreur non pas comme une honte, mais comme une leçon. J'ai projeté sur grand écran la page du carnet, avec l'annotation en rouge. Voici la méthode sur laquelle reposent les accusations portées contre nous. Une méthode que mon grand-père a lui-même invalidée il y a 15 ans. Les accusations de fraude ne sont pas seulement fausses. Elles sont le fruit d'une science dépassée et d'une malhonnêteté intellectuelle. Puis j'ai projeté la page suivante, celle avec les ébauches de la nouvelle méthode.
Notre travail aujourd'hui n'est pas une trahison de son héritage. C'est son accomplissement. Nous avons transformé ses leçons en innovation. Nous avons transformé ses erreurs en succès. J'ai terminé en regardant droit dans la caméra. On m'a jeté de la boue. Aujourd'hui, je vous présente la brique que j'ai construite avec. L'effet fut spectaculaire. Le scandale s'est retourné contre ses instigateurs. Pierre Le Goff fut publiquement discrédité. Une enquête a révélé un virement bancaire suspect sur son compte, provenant d'une société écran facilement traçable jusqu'à mon père. Le conseil régional non seulement a rétabli l'examen de notre dossier, mais, impressionné par notre résilience et notre transparence, a doublé le montant de la subvention. Ce jour-là, dans cette salle, je n'ai pas seulement sauvé le centre. J'ai fait taire pour de bon la petite voix du doute à l'intérieur de ma tête. J'ai compris que l'héritage de mon grand-père n'était pas dans les murs du laboratoire ou les millions à la banque. Il était dans cette capacité à transformer l'adversité en force. Je savais enfin que j'étais à ma place. J'étais digne. Les années qui suivirent furent celles de la croissance, non seulement pour le centre, mais aussi pour moi. Libéré du poids du conflit et de mes propres doutes, je pouvais enfin me consacrer entièrement à la vision de mon grand-père. Le centre d'innovation Hervé Durand devint un pôle d'excellence en agriculture durable, nos recherches aidant des centaines d'agriculteurs à travers la France à s'adapter aux défis du changement climatique. Un projet me tenait particulièrement à cœur. En hommage à celui qui avait nourri ma propre curiosité, j'ai créé la Bourse des petits scientifiques. Chaque année, nous offrions un soutien financier et un mentorat à des jeunes issus de milieux ruraux, passionnés par la science mais manquant de moyens. Voir leurs yeux s'illuminer en découvrant un laboratoire pour la première fois était ma plus belle récompense. Quant à ma famille, le silence s'installa. Après le scandale de la fausse accusation, mes parents disparurent de ma vie. J'appris plus tard qu'ils avaient vendu leur maison et déménagé sur la Côte d'Azur, cherchant à se fondre dans une nouvelle société où leur réputation ne les précéderait pas. Je ne ressentais ni haine ni désir de vengeance. Juste une immense et triste indifférence. Puis, un jour, environ 5 ans après le testament, je reçus un courriel. L'expéditeur était Coralie D. Mon premier réflexe fut de le supprimer. Mais une curiosité plus forte que ma méfiance me poussa à l'ouvrir. Le message était court, maladroit. Elle ne demandait pas pardon. Elle disait qu'elle avait suivi le développement du centre de loin, dans les journaux. Elle disait qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs. Et elle demandait si elle pouvait venir voir. Juste voir. J'ai longuement hésité. J'en ai parlé à ma grand-mère. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais aux autres, Adeline, m'a-t-elle dit. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Je lui ai donné mon accord. Elle est arrivée une semaine plus tard. J'ai eu du mal à la reconnaître. Fini les vêtements de marque et le maquillage sophistiqué. Elle portait un simple jean et un pull, et pour la première fois, elle avait l'air de son âge. Elle semblait fatiguée. Je lui ai fait visiter le centre. Elle écoutait attentivement, posant des questions pertinentes. Quand nous sommes arrivés devant la plaque commémorative dédiée à Papy, elle s'est arrêtée. Il aurait été si fier de toi, dit-elle doucement. Nous sommes restés silencieux un moment. Pourquoi, Coralie, ai-je fini par demander. Pourquoi avoir fait tout ça? Elle a regardé ses pieds. J'étais faible. Et j'étais jalouse. Je l'ai regardée, surprise. Jalouse? De moi? Mais tu avais tout. Elle a secoué la tête. J'avais tout ce que maman voulait que j'aie. La popularité, les apparences. Mais toi, tu avais quelque chose que je n'aurais jamais, la passion. Tu avais un monde à toi, un monde qu'il ne comprenait pas et que je ne pouvais pas pénétrer. J'étais jalouse de ton intelligence. C'était la seule chose que l'argent de maman ne pouvait pas m'acheter. Cette confession, si simple et si désarmante, a brisé la dernière parcelle de glace autour de mon cœur. Je n'ai pas pardonné les années de douleur en un instant. Mais j'ai commencé à comprendre. Coralie n'est pas revenue dans ma vie quotidienne. La blessure était trop profonde pour cela. Mais elle a trouvé sa propre voie de rédemption. Elle a utilisé ses compétences en communication, celles qu'elle avait autrefois utilisées pour manipuler, pour devenir bénévole pour la Bourse des petits scientifiques.
Elle aide les jeunes lauréats à préparer leurs présentations, à vendre leurs idées. Elle a transformé son talent en un outil pour le bien. C'est un pont fragile, construit lentement, mais il existe. La cicatrisation est un processus lent. Elle laisse des marques, des souvenirs de la douleur. Mais elle prouve aussi qu'on a survécu. Notre famille était brisée, mais sur ses ruines, quelque chose de nouveau, de plus honnête, commençait peut-être à pousser. Et une dernière découverte allait me prouver que l'amour de mon grand-père veillait toujours sur moi. Un soir d'automne, alors que je rangeais la bibliothèque de mon grand-père, mon sanctuaire, je suis tombée sur un livre que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'était un vieil ouvrage de botanique, relié en cuir. En le feuilletant, une enveloppe a glissé d'entre les pages. Elle n'avait pas d'adresse. Juste mon nom, Adeline, écrit de sa main. Mon cœur s'est emballé. C'était une autre lettre. Une dernière. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma chère petite scientifique, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé mon dernier petit secret. Je ne voulais pas que cette lettre soit lue avec le testament. Celle-ci, elle est juste pour toi. Je veux que tu saches que je n'ai jamais douté de toi. Pas une seule seconde. J'ai vu la force en toi, même quand tu ne la voyais pas toi-même. J'ai vu ton esprit briller, même quand d'autres essayaient de l'assombrir. L'héritage que je te laisse n'est pas le centre, ni l'argent. Ce sont des outils, rien de plus. Le véritable héritage, tu le portes déjà en toi. C'est ta curiosité insatiable, ton intégrité sans faille, et ta capacité à voir la beauté dans un monde que tant de gens survolent. Ne laisse jamais personne te dire qui tu dois être. Ne laisse jamais le bruit du monde étouffer la musique de ton âme. Construis, crée, découvre. Fais des erreurs. Apprends. Et surtout, sois heureuse. C'est le seul souhait d'un vieil homme qui t'a aimé plus que les mots ne pourront jamais le dire. Ton papy, Hervé. Je suis restée assise là, dans le silence de la bibliothèque, la lettre sur mon cœur, et j'ai pleuré. Des larmes de gratitude et d'amour. Il m'avait donné les racines et maintenant, il me donnait les ailes. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qu'on éveille chez les autres. Mon histoire est un long voyage, des ténèbres de la trahison à la lumière de la vérité. Je crois que chacun de nous a le pouvoir de transformer ses blessures en force. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même dû vous battre pour votre vérité face à l'injustice, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots peuvent être une source d'inspiration pour quelqu'un qui en a besoin en ce moment même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires. Prenez soin de vous.